Le moment est venu d'écouter notre invité d'honneur, le professeur Jean-François Mattei, à qui je donne la parole. Monsieur le Président, cher Daniel Jacques, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs les académiciens et mes chers confrères de l'Académie de médecine, nombreux autour de leur président, Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier Daniel Jacques de sa confiance qui me touche, mais je réalise mon audace ayant choisi de traiter de la question « Qu'est-ce que le corps ?» devant une assemblée d'honorables chirurgiens. Cela pourrait confiner à l'inconscience. D'autant d'ailleurs que cette question peut paraître étrange, car le corps se confond avec notre personne, selon une évidence de toujours, au point que le corps semble vraiment partie intégrante de notre personne, et de son état dépend notre humeur, notre morale, et souvent notre envie de vivre. En somme, je est mon corps. Et d'ailleurs, c'est parce que notre corps est assimilé à notre personne que nous attachons une si grande importance à l'image qu'il renvoie de nous. Chacun s'efforce d'avoir un corps plus avenant pour se sentir mieux dans sa peau. Et c'est pour répondre à ces aspirations que des émissions de télé-réalité entières sont produites sur ce thème. Parmi elles, la série Miss Swan, très populaire aux États-Unis. Elle expose des candidates qui n'ont pas les moyens de se payer une opération. Alors, dans le cadre de l'émission, elles reçoivent gratuitement, pendant 3 mois, un traitement rénovateur complet avec une équipe de psychothérapeutes, de coachs sportifs, de chirurgiens esthétiques, de dentistes, qui vont travailler à leur transformation physique et mentale, afin qu'au soir du grand soir, le vilain petit canard, opéré et relooké, soit reconnu comme un signe. Au fond, le message qui est délivré est que seule l'apparence extérieure compte et qu'elle peut être transformée à volonté. Le livre de Daniel Pénac, intitulé « Journal d'un corps », est particulièrement illustratif de cette préoccupation, de ce lien fusionnel avec notre corps à l'origine du sentiment tellement intime qu'est la pudeur. D'ailleurs, personne ne peut se prétendre un pur esprit. Et le corps paraît indissociable de notre personne, au point que seule la mort pourrait signifier la séparation du corps et de l'esprit. Le philosophe Michel Foucault n'exprime pas autre chose lorsqu'il écrit « Ce n'est que par et à travers mon corps que je puis être moi-même, à travers de ce que fait mon corps. C'est ainsi que mon corps devient en même temps ma personne. » C'est d'ailleurs ce que le droit romain avait institué en distinguant 2 catégories, et seulement 2 dans le Code civil, les personnes et les choses. Et cette évidence s'est imposée au fil des millénaires. Notre corps ne saurait être une chose puisqu'il est notre personne. Eh bien, j'espère vous avoir bien convaincu de cela, parce que je vais m'employer désormais à vous prouver le contraire. D'abord, parce que le rapport indissociable entre le corps et la personne connaît quelques exceptions. Ainsi, le corps peut refuser à la personne toute possibilité d'expression, au point de l'enfermer. C'est ce que l'on appelle le locked-in syndrome, à savoir ce syndrome d'enfermement, un état neurologique rare dans lequel le patient est éveillé, totalement conscient, avec ses facultés cognitives intactes. Il voit tout, il entend tout, mais il ne peut ni bouger ni parler en raison d'une paralysie complète. Le livre
de Jean-Dominique Bauby, Le scaphandre et le papillon, apporte un bouleversant témoignage et raconte l'improbable évasion grâce au seul mouvement des paupières. Prisonnier de son corps, scaphandre, son esprit libre comme un papillon, s'est évadé pour raconter sa vie de détenu juste avant de mourir. Mais plus important encore, au fil des siècles, l'homme a commencé d'apprendre à mieux connaître ce corps grâce aux chirurgiens. Le corps écorché, éventré, démembré, expose sa vraie nudité. Au XVIe siècle, XVIIe siècle, sous l'influence de Descartes, de Rabelais et de Vézal, bien sûr, le corps est pensé comme une mécanique, avec des filtres, des cordes, des leviers, des rotules, des poulies. Et le XXe siècle accentue cette curiosité pour le corps. Il devient l'objet de tous les soins, alors que notre âme ne nous préoccupe qu'à partir du moment où ses souffrances viennent perturber le corps. Le médecin et le psychanalyste semblent avoir triomphé du prêtre et du confesseur, alors que la somatisation remplace la mortification. Autrement dit, notre vision du corps a changé, notre civilisation a basculé, et ce phénomène s'est amplifié au milieu du XXe siècle, du fait des avancées de la science, de la médecine, car nous pouvons désormais agir sur le corps pour le traiter de nouvelles façons, le rendre plus performant, ou même l'utiliser. En somme, notre corps ne serait-il pas en train de se distinguer de notre personne pour devenir une chose? Et quelques exemples illustrent cette hypothèse. D'abord, l'expérimentation humaine, dans laquelle le corps devient un véritable objet de recherche pour améliorer le traitement d'autres corps. La transplantation d'organes, mais aussi de tissus, de cellules, voire de gènes, ouvre une nouvelle ère de la médecine, baptisée la biomédecine, qui signifie que le vivant sain est désormais utilisé pour soigner le vivant malade, à la manière d'un produit thérapeutique. Ou encore, le recours à des prothèses mécaniques, électroniques, depuis peu la robotique, ce qui laisse penser qu'après tout, la chair humaine pourrait être remplacée par des pièces en matériaux inertes et façonnés. Ainsi, l'idée d'un corps en pièces détachées, que l'on pourrait réparer grâce à des pièces de rechange, fait son chemin. On se prend à imaginer une personne dont les pièces de son corps auraient été remplacées par des organes ou tissus greffés ou encore des prothèses. Mais cette personne aurait-elle pour autant changé de personnalité? Le cœur qui battait dans la poitrine d'Emmanuel Vitria n'était pas le sien. Et pourtant, il restait lui-même gai, enjoué, amateur de pétanque. À bien y regarder, il semble qu'on peut changer les organes, les tissus, les cellules, même les gènes d'une personne, sans la modifier véritablement. La personnalité reste la même au point d'en déduire que ce qui fait l'humanité de l'homme ne se trouve probablement pas contenu dans sa seule matérialité. Toutes ces nouvelles perspectives de transformation du corps entraînent dans leur sillage une série de nouvelles problématiques sur le plan éthique, sur le plan juridique. Ce qui paraissait évident au cours des siècles écoulés cesse de l'être. Le corps est-il vraiment la personne? Ne devrait-on pas repenser la distinction romaine entre les personnes et les choses? La science ne nous montre-t-elle pas que le corps obéit à des lois comme celles qui régissent l'univers des choses? Peut-on porter atteinte à un corps humain? Dans quelle situation et à quelle fin? Et l'homme est-il propriétaire de son corps? Les parties et produits du corps sont-ils des marchandises? Un exemple suffira à nous convaincre de la nouveauté radicale du problème derrière l'apparente continuité de ces questions.
dans un ouvrage publié en 1993 intitulé « L'affaire de la main volée, une histoire juridique du corps », un éminent juriste, Jean-Pierre Beau, conclut que le corps est une chose à partir de cette histoire simple. Un homme, en jardinant, se coupe la main avec sa tondeuse et il perd connaissance. Et lorsqu'il reprend ses esprits, il constate que sa main n'est plus là. Peut-on dire qu'il s'agit d'un vol? Eh bien, la réponse est négative, car ce morceau de corps ne fait plus partie du jardinier. Et à ce titre, le passant qui l'a prise peut même revendiquer en être le propriétaire, puisqu'il l'a trouvé. Pour Jean-Pierre Beau, nul doute, cette main n'est qu'une simple chose, et la traditionnelle expression de la doctrine juridique française « le corps, c'est la personne » ne semble plus dépourvue d'ambiguïté. Il en va de même lorsqu'on étudie le droit patrimonial, qui s'attache aux parties, aux produits du corps. Il n'est pas, dans la tradition française, vous le savez, de considérer les parties du corps comme des marchandises. Le sang, les gamètes, les organes ne peuvent être vendus. Mais vous savez aussi que cette position française ne va pas de soi et qu'elle doit être solidement argumentée. La question de la non-patrimonialité du corps est très difficile à cerner, car l'idée de patrimoine est beaucoup plus aisée à comprendre lorsqu'il s'agit d'un bien matériel extérieur à soi. Alors, pour essayer de comprendre, prenons exemple sur un autre cas, l'affaire Moore, révélée en 1988. Des médecins américains s'aperçurent que la leucémie dont souffrait le malade John Moore avait donné naissance dans son corps à des cellules uniques au monde, sécrétant des produits à effet thérapeutique extraordinaire. Et naturellement, ils les prélevèrent, les cultivèrent et vendirent très cher ces produits. Pendant 7 années, et au bout de 7 ans, John Moore, qui apparemment avait été bien soigné, découvrit la vérité. Et il entama une procédure en revendication de ses cellules et de ses dividendes. Eh bien, dans un premier temps, la Cour d'appel de Californie lui a donné raison en se fondant sur le principe selon lequel un homme a un authentique droit de propriété sur son corps. Mais la Cour suprême de Californie, en 1990, est revenue sur cette décision en refusant à John Moore le droit de revendiquer la propriété des fameuses cellules au nom du principe de la dignité humaine. John Moore ne pouvait pas être propriétaire de son corps. Et cette affaire illustre à quel point les possibilités scientifiques, techniques, ont accentué la difficulté ancestrale qu'il y a à donner un statut aux parties du corps humain. Est-il encore possible de suivre le grand civiliste qui était le doyen Carbonnier lorsqu'il écrivait « De ce qu'il est la personne elle-même, le corps tire une place tout à fait particulière dans le droit. Il a en quelque manière un caractère sacré. » Et du fait de la rencontre de l'âme pour les croyants, l'esprit pour les autres avec le monde terrestre, le corps humain revêt indéniablement un caractère sacré. Et j'utilise ce terme en référence au latin, où le mot sacré signifie à la fois ce qui doit être vénéré, mais aussi ce qui suscite l'horreur. Et on comprend qu'en 2008, l'exposition hallucinante intitulée « Out Body » de cadavres chinois dans toute leur nudité est présentée tantôt à la bicyclette, tantôt en jouant au tennis, dans une mise en scène aussi spectaculaire que morbide, entraîna tout à la fois la foule des grands jours, ça n'est pas très étonnant, mais surtout suscita une telle indignation que cette manifestation pourtant fort lucrative fut interdite. Au total, la fin du XXe siècle restera dans l'histoire du droit
comme le moment où la réflexion juridique s'est vue contrainte de considérer le corps, alors que le système de pensée dans lequel cette réflexion juridique évoluait avait été constitué 2 millénaires plus tôt pour qu'on en parle à point. La dimension sacrée avait été confiée aux prêtres, la trivialité aux médecins, cependant que le juriste avait, pour son propre usage, reconstitué une humanité peuplée de personnes physiques ou morales, c'est-à-dire de créatures purement juridiques issues du droit civil. L'émergence du corps humain en tant que tel dans le droit civil s'impose donc comme un moment bouleversant dans l'histoire juridique du corps humain. On commence à percevoir l'idée que le corps pourrait bien être une chose, mais pas comme les autres. Autrement dit, si par certains côtés le corps peut être considéré comme une chose, il n'apparaît pas qu'on peut le traiter seulement comme une chose, ni comme un bien que l'on possède, parce que si je possède mon corps comme une chose, rien ne m'interdirait de le vendre. Je pourrais ainsi, à ce titre, vendre les produits, voire les parties de mon corps, qui deviendraient d'une certaine façon un véritable commerce. Cette chose, certes inviolable, dont il faut absolument respecter l'intégrité, peut désormais faire l'objet d'atteintes dans des conditions légalement définies. Et vous le savez bien, vous autres chirurgiens, on peut ouvrir le corps d'un homme ou d'une femme qui n'est absolument pas malade pour qu'ils puissent éventuellement donner un de leurs reins à leur enfant. De même, ils peuvent donner leur sang, leurs ovules, leur sperme. Et devant toutes ces contradictions, on comprend qu'il soit nécessaire d'établir une distinction juridique supplémentaire pour que le corps humain soit clairement différencié d'une simple chose. Notre personne n'est pas seulement immatérielle et notre corps n'est pas seulement matière. Cela conduit à réactualiser un concept de la tradition philosophique de l'Antiquité, repris ensuite par les théologiens chrétiens, celui de la consubstantialité de la personne et du corps, ce qui n'est pas sans conséquence. Car en effet, dans ces conditions, la personne ne peut pas disposer elle-même librement de son corps, puisque ce corps est constitutif de sa personne, et celle-ci a comme obligation au sens moral et juridique de respecter l'humanité qu'elle détient. Cette condition interdirait donc à la personne de se mutiler, de se livrer à des pratiques dont on pourrait penser qu'elles sont attentatoires à cette dignité. Par exemple, outre le domaine de certaines pratiques sexuelles, on peut citer le lancer de nains, pratiqué dans les foires, qui fut interdit dans plusieurs communes. Saisi de l'affaire, le Conseil d'État décida en 1995 que cette activité portait atteinte à la dignité de la personne humaine et il valida l'interdiction. Ce sont toutes ces questions qui ont alimenté le débat bioéthique, commencé d'élaborer un biodroit au travers des lois de bioéthique, en introduisant dans le Code civil un nouveau chapitre consacré au corps humain, faisant le lien entre les personnes et les choses. Votée en 1994, la loi relative au respect du corps humain que j'ai eu l'honneur d'écrire, de rapporter devant le Parlement, puis de réviser en 2004, elle a suscité bien des controverses. Elle est une véritable révolution copernicienne dans notre droit. Elle prend acte d'un glissement entre le respect dû à la personne et le respect dû au corps. Le corps devient à la fois un sujet de droit et un objet de respect, car en répondant de mes actes, je ne mets pas seulement en jeu mon autonomie, ma liberté, je mets en jeu l'humanité tout entière. Et cette loi pose donc comme principe général la primauté de la personne. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Il ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial. Il ne peut pas faire l'objet de conventions à caractère commercial, ce qui élimine les conventions de la gestation pour autrui. Et enfin, il ne peut pas faire l'objet de brevets.
Toutes ces dispositions qui provoquent un véritable chambardement ont été validées par le Conseil constitutionnel comme conformes à la Constitution. Alors, ce premier point étant acquis, nous devons respecter notre corps. J'aborde une deuxième partie, car dès que nous voulons poursuivre notre réflexion, la première obligation liée au respect du corps humain est de tout faire pour le soigner, pour le réparer lorsqu'il est blessé ou abîmé. Et la médecine est alors convoquée. Car c'est principalement le rôle de la médecine que de soigner et, si possible, guérir. Elle s'implique tellement dans cette tâche qu'elle a désormais totalement investi le corps, au point qu'il est devenu à la fois le faire-valoir et le serviteur. Ainsi, le temps est venu de la prévention qui s'adresse directement au corps, c'est-à-dire à la machine humaine, au travers de toute une série de recommandations de santé publique en forme de nouveaux commandements. Jamais ne fumera. Peu d'alcool, tu boiras. 30 minutes d'exercice par jour, tu feras, etc., etc. Sans compter d'autres précautions liées au dépistage, au traitement préventif en tout genre, à tout âge, tout au long de la vie. Au nom de sa finalité thérapeutique, la médecine réduit la personne à un corps dont elle a fait son objet. Au point que le corps en vient à faire disparaître parfois la personne. Un des meilleurs exemples consiste dans le transfert vécu de la grossesse sur l'échographie. Et pour résumer entre nous, mon cholestérol, mon échographie, ma coloscopie, ma fibroscopie, ma mammographie, mon IRM, voilà ce que je suis. Sans oublier les empreintes génétiques qui identifient ma personne. C'est la référence médicale en chiffres et en images qui finit par constituer la nouvelle identité de mon corps. Ce qui surgit dans l'espace du réel, ce n'est plus le corps, dans sa violence relationnelle, dans son dépouillement, dans sa misère. Ce sont des chiffres et des images numérisées. Ces images qui parlent du corps en le censurant parfois, puisque la plainte n'est plus recevable dès lors qu'elle n'a pas de traduction objective technologique. Les patients viennent parfois dire « Il m'a dit, vous avez mal, mais ce n'est rien, tout est normal. » Ce transfert identitaire est d'autant plus étrange qu'il s'accompagne de la plainte croissante des patients de ne pas être reconnus en tant que personne et de ne pas être entendus comme personne à part entière, chacune dans sa singularité, si différente de toutes les autres, comme si la personne devenait jalouse de ce corps, objet de toutes les attentions. L'invention du cœur artificiel a ouvert la voie à la possibilité de pallier la défaillance de certaines fonctions vitales par l'implantation d'organes artificiels à l'intérieur du corps. Et on peut déjà parler de robotique, puisque ces organes doivent interagir avec d'autres organes en fonction de la perception qu'ils reçoivent de l'état physiologique du patient. Tous ces projets sont immenses, à condition, et cela a été rappelé, que l'on prenne garde des dangers de la déshumanisation qui guette. Au fond, tout cela va dans le bon sens, car chacun le sait, il n'est de plus belle mission que celle de la médecine. Quoi de plus admirable que la médecine quand elle fait entendre les sourds, voir les aveugles, marcher les paralytiques grâce aux nouvelles techniques qui bouleversent tout ce que la médecine avait pu entreprendre jusqu'alors. Et pourtant, nous ne sommes pas au bout de nos peines, car cette réparation des corps ouvre un nouvel abîme de réflexion quand certaines techniques, au-delà de la simple réparation, peuvent améliorer les performances du corps. Nonobstant ces ennuis juridiques, songez à l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, amputé des deux jambes, appareillé de deux prothèses, des lames en titane. Après de nombreuses controverses, il fut autorisé à courir aux Jeux Olympiques de Londres avec les athlètes valides,
surnommé The Blade Runner, c'est-à-dire le coureur aux lames. Il se déclare lui-même la chose la plus rapide sans jambes. Il ne s'agit plus alors de réparer ou de guérir, mais d'augmenter les performances et améliorer les capacités physiologiques. Ce qui m'amène à ma troisième partie. J'en viens à l'homme augmenté, à l'homme amélioré. L'idée de l'amélioration humaine ou de l'homme augmenté, tout si vieille, elle fait écho aux idéologies eugénistes de la fin du XIXe siècle, lorsque Francis Galton caractérisait ainsi le but de l'eugénique. L'eugénique est la science qui traite de tous les facteurs qui améliorent les qualités innées de la race et de tous ceux qui les développent à leur plus haut point. En fait, le malaise vient en grande partie de ce que l'amélioration de la nature humaine réveille le souvenir de l'eugénisme historique nazi à des fins politiques. L'amélioration de l'homme se trouve alors condamnée comme un projet dangereux qui menace les droits de l'homme. C'est là qu'il faut trouver les principales raisons du refus du clonage, des manipulations génétiques sur les cellules germinales qui vont modifier non seulement la personne mais aussi sa descendance. Eh bien pourtant, en 1993, la question a été à nouveau posée de savoir s'il était moralement acceptable de rehausser certaines capacités humaines, cette fois par des interventions génétiques. Par exemple, améliorer les défenses immunitaires, diminuer le besoin de sommeil, augmenter la mémoire au long cours, réduire les tendances agressives de certains. Le but est bien l'amélioration de soi. Et certains médecins ont alors raisonné par analogie avec la chirurgie esthétique et décrit l'utilisation de la pharmacologie pour modifier la personnalité. Je cite Prozac, Ritaline, Botox, Viagra, hormones de croissance. Au fond, toute cette thématique s'est trouvée renforcée avec la prise de conscience que de nombreux moyens thérapeutiques étaient utilisables à des fins non thérapeutiques. Que faut-il penser, par exemple, que la prescription d'hormones de croissance à des enfants simplement un peu plus petits que les autres, sachant que 40% des prescriptions de cette hormone de croissance aux États-Unis se font hors indication médicale. Et moi-même, en consultation, j'ai été sollicité par 2 parents adorables qui venaient avec leur petit garçon et qui sollicitaient de l'hormone de croissance parce qu'ils voulaient qu'il devienne un basketteur de talent. Cette réflexion spécifique sur la distinction entre le traitement d'une maladie et l'amélioration d'une capacité est délicate, car dès qu'on l'approche, on réalise que le débat sur le dopage n'est pas loin. Qu'on songe simplement à l'utilisation de l'érythropoïétine, la fameuse EPO, pour améliorer les performances dans l'effort physique. Oh, il ne s'agit après tout que d'un simple glissement des pratiques. D'abord, des séjours en altitude pour augmenter physiologiquement le nombre de globules rouges, pourquoi pas foromeux par exemple. Puis, faisant l'économie de séjours en altitude, le recours à l'autotransfusion pour un même résultat, augmentation des globules rouges. Puis encore plus simple, l'injection d'érythropoïétine, avant qu'on envisage, stade ultime, une intervention par génie génétique chez le champion escompté. Après tout, à quel moment franchit-on la limite? Et d'ailleurs, quelle limite? Et par rapport à quoi? La réponse ne va pas de soi. Certains soutiennent même que l'amélioration biotechnologique de l'espèce humaine ne devrait pas seulement être permise, mais devrait constituer une obligation morale dès lors qu'elle est pour les hommes un bien obtenu en toute sécurité. Si bien qu'entre les catastrophistes et les technoprophètes, selon l'expression du philosophe Dominique Lecourt, l'unanimité est loin d'être faite sur cette question dont l'enjeu n'est rien moins que la nature humaine
qui pourrait se trouver radicalement menacé. Alors évidemment, il resterait à définir ce que représente vraiment la nature humaine. Mais on le voit, les deux faces culturelles de l'amélioration de l'homme, la face narcissique et la face prométhéenne, se côtoient avec une force renouvelée sur la question de la frontière entre l'humain et le non-humain, puisqu'aussi bien la similarité des séquences génétiques humaines et non humaines dans le monde vivant peut entretenir, voire justifier la confusion. Plus de 99% d'ADN commun entre les singes et l'homme. Depuis l'origine de la vie et de l'algue bleue, nous avons évolué au fil des millénaires pour devenir les humains que nous sommes. Mais sommes-nous finis? Sommes-nous aboutis? Pourquoi la même molécule dont l'évolution a conduit jusqu'à l'homme ne continuerait-elle pas d'évoluer après lui? Le regard porté sur l'homme n'est pas le même selon qu'on le considère comme une fin en soi ou comme une étape dans une évolution qui le dépasse et dont on peut imaginer où elle pourrait conduire. Si bien qu'après les métamorphoses d'Ovide, après les golems, certains évoquent aujourd'hui l'avènement des cyborgs et des androïdes. D'autres, moins matérialistes peut-être, penchent vers la théologie qui conduit de l'alpha à l'oméga, en imaginant ce processus de divinisation de l'homme qui s'arracherait à sa biologie et à son corps pour rejoindre Dieu. Et puis d'autres encore, probablement les plus nombreux, sont habités par le doute, ne sachant que penser. La grande question finalement qui nous occupe là, à l'instant, pourrait se résumer ainsi: qu'allons-nous faire de ce que nous sommes? La question du passé est évidemment indissociable de celle concernant l'avenir de ce processus évolutif. Alors bien sûr, on me dira l'échelle du temps sur des millions d'années est telle que nous pourrions nous sentir peu concernés. Ouais. Mais nos techniques aujourd'hui, nos moyens de manipulation, sont probablement capables de brûler les étapes, d'emprunter des courts-circuits, de provoquer des dérapages, puisqu'il est désormais dans le pouvoir de l'homme de modifier le vivant, donc de se modifier lui-même. C'est cela qui conduit à s'interroger sur l'avenir. Certains philosophes ont théorisé sur ce qu'ils considèrent comme une évolution possible, voire inéluctable. Selon eux, l'humanité serait à un tournant radical de son histoire. Un philosophe américain d'origine japonaise, Francis Fukuyama, a ébauché ce que serait la fin de l'homme, l'avènement du post-humain. Et on a vu apparaître l'idéologie transhumaniste, courant de pensée très à la mode, qui souhaite un nouvel homme, agent de sa propre transformation. Et grâce à la puissance des nouvelles technologies, biotechnologie, nanotechnologie, informatique et sciences cognitives, elle vise un dépassement de l'espèce humaine vers une cyberhumanité. Les utopies post-humaines nous obligent donc à affronter les questions concernant cet autre, hier animal et barbare, et demain tout ou partie machine. L'amélioration de l'espèce humaine fait aussi penser aux philosophies du progrès qui ont tant marqué notre histoire européenne au XVIIIe, au XIXe siècle. Elle est tout entière contenue dans cette phrase de Condorcet. La perfectibilité de l'homme est infinie. Désormais, l'amélioration ou l'homme augmenté en appelle à des interventions directes sur le corps, adossées aux nouveaux moyens techniques. Eh bien, c'est exactement ce que professaient les frères Julian et Aldous Huxley. Pour tous ces zélateurs du transhumanisme, l'amélioration de la nature humaine est un leitmotiv en forme d'évidence. Ce qui m'amène à ma dernière partie, l'homme transformé ou le post-humanisme. Le post-humanisme qui s'impose aujourd'hui au cœur de la révolution technologique constitue une manière de penser l'avenir comme la prémisse que l'espèce humaine dans sa forme actuelle ne représente pas la fin de son développement,
mais plutôt une phase relativement précoce. Et il s'appuie sur les formidables possibilités des restantes technologies que je citais. Et bien sous-jacent paraît un nouveau rêve prométhéen, celui d'Alan Turing, qui au milieu du XXe siècle émit l'idée d'une machine qui aurait pour modèle l'intelligence humaine, mais disposerait de son autonomie et finirait par supplanter et surpasser son modèle humain. Cette démarche, elle réactualise le binôme corps et esprit. Et Marvin Minsky, qui dirige au MIT le programme sur l'intelligence artificielle, a quelques formules choc. Le corps humain, un sacré foutoir de matière organique. Ça a davantage de termes en anglais, a bloody mess of organic matter. Il affirme que ce qui compte dans l'homme, c'est l'esprit, et on est rassuré. Et on lui pose la question, serons-nous un jour en mesure de construire des machines intelligentes? Et il répond par principe oui, car nos cerveaux ne sont eux-mêmes que des machines. En somme, la question cruciale s'impose. La science sera-t-elle capable un jour de construire un cerveau artificiel fonctionnel ayant une taille acceptable et pour un coût raisonnable? Eh bien, c'est ce qui se prépare avec le Human Brain Project de Lausanne, financé de différentes parts, ou encore le Big Artificial Brain qui se développe en France. Le millénaire passé s'est terminé sur la spectaculaire percée de l'informatique, le deuxième né avec la révolution robotique. Le déploiement des robots humanoïdes dans les laboratoires de recherche date d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années environ, et on en compte aujourd'hui plusieurs dizaines de prototypes différents. Et l'analogie entre l'homme et la machine ne peut être esquivée. Alors, bien sûr, le roboticien ne peut s'identifier ni à Athéna ni à Geppetto, le père de Pinocchio. Et le roboticien ne donnera jamais une humanité quelconque, ni à l'argile, ni à un morceau de bois. Un robot reste une machine, commandé par un ordinateur, il n'est que cela. Pour animé qu'il soit, il restera un objet sans âme, et il n'est pas besoin d'avoir peur. On peut laisser parler les démiurges à condition de ne pas oublier tout de même que dans le rapport entre l'homme et la machine, on ne se protège jamais assez des dangereuses analogies qui portent à la méditation. Et au total, je retiens deux questions qui persistent. La première est de savoir si nous pourrions hâter le processus millénaire de notre évolution et avec quel risque d'y perdre notre humanité, au moins celle que nous connaissons. Et la deuxième soulève le problème de la machine qui se prend à penser pour son propre compte, puis échappe à son concepteur avant de se retourner contre lui. Alors je voudrais conclure, et en retrouvant un peu de notre vieille logique cartésienne, le corps a pendant des millénaires été assimilé à notre personne. Puis on s'est pris à penser, parce qu'il pouvait être conservé, manipulé, transplanté, réparé, qu'il n'était qu'une chose dont on pouvait disposer. Et pourtant, à bien y réfléchir, cela ne va pas de soi. Si la greffe d'un rein n'a jamais posé de réels problèmes métaphysiques à ma connaissance, les réactions ont été différentes, je m'en souviens, en 1965, lors de la première transplantation cardiaque. On pouvait lire, mais peut-on greffer l'organe des émotions? Comment peut-on vivre avec le cœur d'un autre? Alors bien sûr, dans cette aventure, le cœur a perdu beaucoup de son prestige romantique en apparaissant comme une simple pompe mécanique. Mais le problème a ressurgi avec la greffe des mains. Après l'admiration devant la prouesse technique, la question s'est posée de savoir si l'on pourrait caresser avec la main d'un autre. On peut évidemment rappeler à ce moment que la main n'est jamais que le prolongement de l'esprit qui l'anime, peu importe son origine. Mais les choses apparaissent néanmoins un peu plus compliquées. Certains greffés ont mal supporté cette présence étrangère. Et plus récemment encore, avec la greffe du visage, entre émerveillement et stupeur, est venue l'interrogation: mais comment peut-on sourire avec le visage d'un autre?
comment embrasser avec la bouche et les lèvres d'un autre? Eh bien, toutes ces questions, comme leurs réponses, après de longs détours, conduisent à la conviction que le corps est bien la personne qui l'habite, qu'il devient la personne qui l'anime. Ses mains, ce visage, ses lèvres, je les fais miens naturellement. Et Paul Claudel ne dit rien d'autre. Le corps est l'œuvre de l'âme. Il est son instrument pratique, son expression, son prolongement dans le domaine de la matière, un bon moyen de connaître l'âme et de regarder le corps. Voilà ce que dit Claudel. Voilà pourquoi s'impose le respect qu'on doit au corps. D'abord parce qu'il est le compagnon de toute une vie, et puis plus simplement parce que ce corps est humain. Depuis quelques années, le problème est posé de manière récurrente et on peut se demander, serions-nous prêts à jeter notre corps aux orties alors qu'il nous ménage avec une science avérée du suspense les peines et les plaisirs qui font notre misère aussi notre grandeur? J'observe que même dans les fictions les plus fantastiques, imaginant des silhouettes d'un autre monde, des robots intelligents, des personnes de la post-humanité, des extraterrestres, je pense à E.T., je pense à La Guerre des Étoiles, au film iRobot, à Terminator, à d'autres, ces personnes m'expriment parfois avec des bruits bizarres et des sons métalliques, rien d'autre que des sentiments profondément humains. La haine et l'amour, la violence et la douceur, l'égoïsme et la générosité, le mensonge et la vérité. Eh bien, ce sont peut-être ces sentiments-là que nous ne sommes pas prêts à laisser de côté. Et c'est pourquoi nous sommes tellement attachés, corps et âme, à notre humanité, et qu'il faut donc rester optimistes. J'aimerais notre interprète à tous, en remerciant le professeur Jean-François Mattei pour sa brillante conférence à laquelle on n'a pas pu penser de réfléchir.